Bonsoir la nation. Vous êtes sur Inside News Review. Le 3 juin, l'opposition réunie dans la coalition Article 64 avait décrété une ville morte pour bloquer le pays contre la réforme constitutionnelle. Le résultat fut contrasté. Certaines artères sont restées désertes, d'autres quartiers ont vécu presque normalement. Kinshasa n'était ni tout à fait morte, ni tout à fait vivante. Et déjà les deux camps tirent la même journée vers des récits opposés. L'opposition revendique une adhésion massive et le rejet de la révision. Le pouvoir parle d'un mot d'ordre sans effet. Les deux travestissent ce que la rue a dit. Une capitale à moitié arrêtée n'a pas tranché le débat constitutionnel. Elle a montré une nation partagée, hésitante, qui regarde et qui attend. Et pendant que tout le pays regardait la rue, un texte avançait dans le silence. La loi Mbondenkoy sur le référendum, adoptée le 27 mai sous le boycott de l'opposition, poursuit sa route vers le Sénat. Voilà la vérité que ni le pouvoir ni l'opposition ne formuleront devant vous. Le vrai pouvoir ne s'est pas joué sur les boulevards. Il se joue dans un texte que presque personne n'a lu. Le débat qu'on vous présente comme un affrontement entre défenseurs et prédateurs de la loi oppose en réalité deux familles qui ont toutes les deux contourné cette loi quand elles tenaient le pouvoir. Nous le savons, cet épisode d'Inside News Review ne plaira pas à tout le monde, car il ne ménage aucun camp. Mais nous ne vous demandons pas de nous croire. Tout ce que vous entendrez dans cette édition repose sur des faits datés, des textes publics et des chiffres que vous pouvez vérifier par vous-même sans nous. Alors nous vous demandons une seule chose. Écoutez avec l'oreille de la nation, pas avec celle d'un parti. Posez vos drapeaux le temps de cette analyse et reprenez-les à la fin si vous le voulez encore. Les faits, eux, ne changeront pas selon le camp qui les regarde. Nous ne traitons pas la ville morte, nous traitons ce qu'elle a masqué. Et pour comprendre ce qui se prépare avec cette loi, il faut d'abord comprendre la Constitution elle-même, savoir quand on a le droit d'y toucher et quand on ne l'a pas. Nous allons d'abord vous donner les armes, parce qu'on ne juge pas un procès dont on ne connaît pas les règles. Ensuite, nous retournerons ces armes contre les deux camps. Vous déciderez, pas par sentiment, pour votre avenir. Et la première arme tient en 3 mots que tout le débat congolais mélange à dessein. Amender, réviser, réécrire. Avant de juger qui que ce soit, il faut savoir de quoi on parle, parce que c'est précisément dans la confusion des mots que se cache la manœuvre. Quand un acteur politique dit « révision » et qu'un autre répond « changement » et qu'un troisième crie « réécriture », ce ne sont pas des synonymes lancés au hasard. Ce sont 3 portes différentes qui mènent à 3 endroits différents et qui n'exigent ni les mêmes clés ni les mêmes légitimités. La première porte, la plus étroite, c'est l'amendement. C'est une retouche chirurgicale sur un article précis, comme on corrige une clause dans un contrat sans toucher au reste. La Constitution congolaise du 18 février 2006 prévoit cela elle-même dans son article 218. L'initiative appartient au président de la République, au gouvernement, à chaque chambre du Parlement à la moitié de ses membres ou à 100 000 citoyens par pétition. La RDC l'a fait une fois, le 20 janvier 2011, quand la loi numéro 11-002 a modifié quelques articles, dont la manière d'élire le président. Une retouche, rien qui touche à l'architecture. La deuxième porte, plus large, c'est la révision. Elle atteint plusieurs dispositions, des chapitres entiers, mais elle reste à l'intérieur de la maison constitutionnelle existante et emprunte les escaliers que cette maison a prévus. En RDC, cela veut dire l'accord des 2 chambres à la majorité absolue, ou le Parlement réuni en congrès à la majorité des 3/5, ou le référendum populaire. C'est une réforme du système, pas une simple correction. Et notre constitution est ce que les juristes appellent une constitution rigide, c'est-à-dire volontairement difficile à modifier, pour qu'aucun pouvoir de passage ne la plie à ses humeurs. La 3e porte, celle qui n'a pas de serrure parce qu'elle défonce le mur, c'est la réécriture. On ne corrige plus, on ne réforme plus, on rédige une constitution entièrement neuve qui remplace l'ancienne. Et là, attention, car juridiquement, c'est une rupture. Une nouvelle constitution ne tire pas sa légitimité de l'ancienne qu'elle abolit. Elle exige donc une légitimité supérieure, celle du peuple souverain réuni
en principe, dans une assemblée constituante élue pour cela. C'est exactement ce que Tshisekedi évoquait en octobre 2024 à Kisangani, quand il qualifiait la Constitution de texte rédigé, je cite, par des étrangers dans un pays étranger, et annonçait une commission pour une nouvelle loi fondamentale. Retenez bien cette gradation, parce que c'est elle qui éclaire tout le reste. On monte de la retouche à la réforme, puis de la réforme à la refondation. Et plus on monte, plus la légitimité exigée doit être grande, et plus le risque pour vous, la nation. Mais ces trois portes se heurtent toutes à une même serrure que les fondateurs ont voulu inviolable, et c'est elle qui change tout. Il existe dans cette maison constitutionnelle une pièce que les bâtisseurs ont scellée et déclarée intouchable, quelle que soit la porte par laquelle on entre. Cette pièce, c'est l'article 220. L'article 220 de la Constitution congolaise pose ce que le droit appelle des clauses d'éternité ou clauses d'intangibilité. Ce sont des dispositions qu'aucune révision ne modifie, en aucun cas. Parmi elles, la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel et surtout, le nombre et la durée des mandats présidentiels. En clair, le constituant de 2006 a dit ceci à tous les pouvoirs futurs. Vous pouvez débattre de presque tout, mais vous ne toucherez jamais à la limite des 2 mandats, parce que c'est elle qui garantit que personne ne s'installe à vie. Voilà pourquoi la distinction entre les 3 portes n'est pas une coquetterie de juriste. Si vous passez par la porte de la révision, l'article 220 vous bloque le passage. C'est un mur. Mais si vous passez par la porte de la réécriture, c'est-à-dire une constitution entièrement neuve, alors techniquement, l'ancien article 220 disparaît avec l'ancien texte et le mur s'évapore. C'est précisément ce raisonnement qui transforme un débat juridique apparemment technique en bataille pour le pouvoir. La question que vous devez vous poser chaque fois qu'un responsable parle n'est donc pas révision ou changement. Ce sont des mots. La vraie question est, touche-t-on oui ou non à l'article 220 par quelque porte que ce soit? Et il existe un second verrou que le débat actuel enjambe sans le nommer. L'article 219 interdit toute révision pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège. Or, la nation est en guerre à l'Est et plusieurs de nos provinces vivent sous état de siège depuis 2021. Le constituant avait prévu cela. On ne réécrit pas le contrat fondamental d'un pays pendant qu'une partie de son territoire échappe à son contrôle, parce qu'un peuple sous les armes ne délibère pas librement. Cette question, presque personne ne la pose. Elle est pourtant au cœur de la légalité même du calendrier qu'on nous propose. 2 murs donc dressés contre les pouvoirs pressés. Reste à savoir comment le texte voté le 27 mai prétend les franchir. On vous a présenté ce vote comme une simple loi sur le référendum, une formalité administrative. Regardons ce que ce texte organise réellement, parce que c'est là que la mécanique se dévoile. La proposition de loi Ngondankoi, déclarée recevable le 30 avril, puis adoptée le 27 mai sous réserve d'amendements, ne se contente pas de fixer comment on organise un vote populaire. Selon les comptes rendus parlementaires, elle réserve au président de la République le pouvoir exclusif de convoquer un référendum par ordonnance. Elle prévoit aussi qu'en cas de dysfonctionnement majeur des institutions, le chef de l'État met en place une commission nationale multidisciplinaire chargée d'identifier les dispositions constitutionnelles jugées inadaptées, avant d'enclencher un processus de modification transmis aux 2 chambres réunies, puis soumis au peuple par référendum. Lisez bien la séquence, car elle est l'ingénierie même du contournement. On ne déclare pas vouloir toucher l'article 220, ce qui serait illégal frontalement. On crée un mécanisme par lequel le président, et lui seul, identifie ce qui ne va pas, déclenche la procédure et soumet le tout au référendum. L'initiateur du texte affirme, lui, que sa proposition renforce les protections constitutionnelles existantes. Mais l'opposition, qui a boycotté la séance, y voit l'inverse, une voie exceptionnelle de changement taillée sur mesure pour celui qui tient déjà l'exécutif et le Parlement.
le groupe Ensemble pour la République a quitté la plénière en dénonçant une tentative de contournement de l'article 220. Voici le fait analytique que personne ne souligne assez. Qu'on appelle cela révision ou changement, le texte concentre entre les mains d'un seul homme le pouvoir de déclencher, de cadrer et de convoquer. C'est le verrou démocratique qui se déplace de la Constitution vers la volonté d'une personne. Et quand le verrou se déplace ainsi, la question n'est plus de savoir si la procédure est légale, mais de savoir ce qui empêchera le prochain occupant du fauteuil d'utiliser exactement le même levier. Pour justifier ce mécanisme, le pouvoir avance pourtant un argument qui mérite d'être pris au sérieux, celui d'une constitution qui ne serait plus à la hauteur du pays. Sans complaisance ni mépris, posons la seule question qui vaille. La Constitution de 2006 est-elle dépassée, comme on nous le répète? En géopoliticien aux yeux froids, regardons. Une partie du diagnostic résiste à l'examen. Le texte de 2006 a bien été rédigé dans un contexte de sortie de guerre, sous forte pression internationale, lors des négociations de Sun City et de Pretoria. Il a installé un régime à deux têtes, un président et un premier ministre censés conduire la politique de la nation. Et cette ambiguïté a généré des frictions réelles. La décentralisation promise n'a jamais pris corps comme le texte l'envisageait. Les provinces restent dépendantes de Kinshasa. Le contrôle du Parlement sur l'exécutif est resté largement théorique. Et la Cour constitutionnelle, gardienne du texte, a vu sa parole contournée par le pouvoir. Ce ne sont pas des inventions de l'opposition, ce sont des faiblesses observables. Mais voici ce que dit la recherche indépendante. Et c'est ici que l'accusation s'effondre. L'Institut Eboteli, le centre de recherche congolais le plus crédible sur ces questions, a conclu en mars 2026 que la constitution congolaise n'est, je cite, ni épuisée, ni à l'origine des blocages institutionnels. Selon Eboteli, les déséquilibres observés relèvent d'abord des pratiques politiques, pas du cadre. Autrement dit, le problème n'est pas la règle, c'est l'usage qu'on en fait. Et les chercheurs ajoutent une mise en garde décisive. Ouvrir un chantier de révision globale sans s'attaquer aux usages déviants reviendrait à déplacer le problème sans le résoudre. Olivier Kamitatu, qui présidait l'Assemblée nationale au moment même où cette constitution fut promulguée le 18 février 2006, est allé plus loin en février 2026. Pour lui, le texte n'a pas échoué. Ce sont ceux qui devaient l'appliquer qui l'ont trahi. Le problème, dit-il, n'est pas juridique, il est éthique et politique. C'est l'homme qui a juré de respecter la Constitution et qui s'en est affranchi. Notez la prudence qui s'impose à nous. Kamitatu est aujourd'hui le porte-parole de Moïse Katumbi, donc parti au combat. Son témoignage compte, mais il faut le peser pour ce qu'il est. La parole d'un fondateur du texte devenu opposant, pas un arbitre neutre. Restons donc sur le terrain des faits vérifiables. Il existe une question que l'opposition pose et à laquelle le pouvoir n'a pas répondu. Quelle disposition précise de la Constitution actuelle empêche aujourd'hui le gouvernement d'améliorer la vie des Congolais? Tant que cette réponse manque, le diagnostic reste suspendu. Un médecin qui prescrit une opération sans nommer la maladie n'est pas forcément incompétent, mais il devient légitime de lui demander ce qu'il cherche réellement. Et pour deviner ce qu'il cherche, il suffit de quitter un instant Kinshasa et de regarder ce que ses voisins ont fait avant lui. Ce que nous vivons n'est pas une exception congolaise, c'est un mécanisme que l'Afrique connaît par cœur. Le Centre d'études stratégiques de l'Afrique a établi un chiffre qui devrait être enseigné dans chaque école de la République. Entre 2015 et aujourd'hui, 13 dirigeants africains ont réussi à outrepasser la limitation de leur mandat. 13. Et la méthode est presque toujours la même, déclinée selon deux techniques. La première technique est la révision frontale. On modifie l'article qui gêne. Le Rwanda l'a fait en 2015, ouvrant à Paul Kagame la voie d'un maintien possible jusqu'en 2034. Le Congo-Brazzaville voisin l'a fait la même année, quand Denis Sassou Nguesso a fait sauter par référendum les limites d'âge et de mandat qu'il aurait écartées. L'Ouganda de Museveni, le Cameroun de Biya, le Tchad, Djibouti, les Comores, le Burundi de Nkurunziza ont emprunté des chemins comparables.
La seconde technique est plus subtile, et c'est exactement celle qui plane sur la RDC. On ne modifie pas l'article, on change toute la Constitution, et l'on déclare que le compteur des mandats repart de zéro, puisque c'est un texte neuf. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara l'a fait en 2016, la Guinée d'Alpha Condé en 2020. Dans les deux cas, le raisonnement fut identique. La nouvelle Constitution signifie que les mandats précédents ne comptent plus. L'horloge constitutionnelle remise à zéro selon l'expression consacrée. Et le phénomène n'est même pas africain par nature. Il est le propre de tout pouvoir qui contrôle ses institutions. En Russie, le référendum de 2020 a inscrit explicitement la remise à zéro du compteur de Vladimir Poutine, lui ouvrant la possibilité de rester jusqu'en 2036, tout en accordant au passage l'immunité au président sortant. En Chine, en 2018, le Parlement a purement et simplement aboli la limite des 2 mandats au profit de Xi Jinping, par 2958 voix contre 2. La technique varie, le moteur ne varie jamais. Il faut entendre une phrase prononcée en dîner par l'ambassadeur russe de l'époque, qui résume toute la doctrine de ces régimes mieux qu'aucun analyste. Ce sont les constitutions qui s'adaptent à la réalité, pas les réalités qui s'adaptent aux constitutions. Voilà le renversement. La loi fondamentale, qui devait être le bouclier du peuple contre le prince, devient le bouclier du prince contre le peuple. Et chaque fois, sans exception, l'argument vendu à la population fut le même que celui qu'on vous vend aujourd'hui. La modernisation, l'adaptation aux réalités, la volonté populaire. Reste alors une question que les deux camps préfèrent ne pas poser tout haut, parce que sa réponse les piège l'un comme l'autre. Et si celui qui croit gagner à ce jeu était en réalité le prochain perdant? Admettons que le processus aille à son terme. Admettons qu'une nouvelle constitution soit adoptée, que le compteur reparte à zéro, que Tshisekedi se représente et qui perde. Qui gagne? Qui perd? En apparence, le vainqueur est limpide. Le successeur, qu'il s'appelle Katumbi, Fayulu ou un autre, hérite d'une constitution qu'il n'a pas rédigée, mais dont il profite. Son propre compteur démarre lui aussi à zéro sous le nouveau texte. Il dispose de 2 mandats pleins devant lui. À première vue, l'opposition d'aujourd'hui aurait donc tout intérêt à laisser faire et à ramasser la mise. Mais voici le piège, et il est d'une logique implacable. Ce successeur n'hérite pas seulement d'un fauteuil, il hérite d'un précédent. Le précédent qu'une constitution se change pour des raisons politiques, par référendum, par celui qui contrôle le Parlement et l'exécutif. Et ce successeur disposera exactement des mêmes outils, des mêmes institutions, de la même majorité fabriquée pour faire, à son tour, à l'approche de son propre terme, ce que Tshisekedi aura fait avant lui. La boucle que beaucoup décrivent ne se referme pas, elle se renouvelle avec un nouveau visage. L'histoire africaine a déjà écrit cette page 2 fois sous nos yeux. En Guinée, Lansana Conté avait modifié la constitution en 2002 pour se maintenir. À sa mort, son adversaire devenu président, Alpha Condé, a réécrit la constitution en 2020 pour son propre 3e mandat. Même outil, visage opposé. Au Togo, Eyadema Père avait manipulé le texte, son fils Faure Gnassingbé a remis le compteur à zéro en 2019, héritant du précédent forgé par son propre père. Ce ne sont pas des théories, ce sont des successions documentées. Alors disons-le froidement, sans ménager personne. Dans tous les scénarios, le perdant n'est ni le pouvoir, ni l'opposition. Le perdant, c'est la Constitution elle-même comme institution, parce que son intangibilité, une fois brisée, ne se reconstitue pas. Et le gagnant à long terme n'est pas une personne. C'est le système de la manipulation qui devient un outil disponible pour chaque futur gouvernant, de quelque camp qu'il vienne. Ce que les chercheurs décrivent n'est pas une boucle fermée, c'est une spirale descendante, où chaque tour abaisse un peu plus le seuil de résistance au tour suivant, jusqu'à ce que la loi fondamentale ne soit plus qu'un texte ordinaire, qu'on modifie selon les besoins du moment. Si la spirale profite à quiconque s'en saisit,
Alors le camp qui se présente comme le rempart de la loi mérite le même examen froid que celui qui veut la changer. La neutralité nous interdit de canoniser les uns en diabolisant les autres. Et là, le réel est inconfortable pour tout le monde. L'opposition qui défend aujourd'hui la Constitution n'est pas une assemblée de vierges constitutionnelles. Le 19 mai 2026, au Centre culturel Boboto de Kinshasa, les poids lourds de l'opposition ont lancé la coalition Article 64, la C64, du nom de cet article qui fait de chaque citoyen un rempart contre tout exercice du pouvoir contraire à la Constitution. Fayolo, Katumbi, Matata Ponyo, Sesanga, Kabound et derrière eux Kabila. Ils ont fixé un décompte, 852 jours avant la présidentielle de 2028, et lancé une formule guerrière. Tshisekedi devra partir de gré ou de force. Le lendemain, la majorité ripostait par sa propre coalition, la C4, dont le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, résumait l'esprit en promettant de changer la Constitution de gré ou de force lui aussi. Deux camps, la même menace, mot pour mot. Et le 3 juin, quand cette même coalition a appelé le pays à la ville morte, la réponse fut partagée. Ni adhésion totale, ni rejet franc. Signe que cette opposition pèse dans les tribunes et les communiqués plus sûrement qu'elle ne soulève encore la rue qu'elle prétend incarner. Or, regardez la composition de ce rempart. La grande majorité de ses opposants a gouverné sous Joseph Kabila, avec cette même constitution qu'ils défendent aujourd'hui comme un trésor. La décentralisation à 40%, ils ne l'ont pas appliquée. Le contrôle parlementaire, ils l'ont laissé théorique. La Cour constitutionnelle, elle était déjà instrumentalisée sous eux. Katumbi fut gouverneur du Katanga sous Kabila. Kabound fut numéro 2 de l'UDPS et de l'Assemblée sous Tshisekedi avant de basculer. Sesanga siégea dans la majorité avant de rejoindre l'opposition. Les mêmes visages changent de rive selon les saisons politiques. La majorité et l'opposition congolaise ne sont pas deux camps séparés. Elles sont les deux versants d'une seule élite qui circulent de l'un à l'autre. Cela conduit à une conclusion que ni les uns ni les autres ne vous diront. Défendre la Constitution aujourd'hui, pour cette opposition, n'est pas d'abord un principe. C'est une position tactique. Le texte de 2006 est leur bouclier du moment, parce qu'il empêche Tshisekedi de se pérenniser. Le précédent de 2016, quand le camp Kabila tentait de se maintenir, suggère que si les rôles étaient inversés, la tentation serait la même. Une ironie historique mérite d'être posée sur la table. En décembre 2007, c'est Kabila lui-même qui mettait en garde la nation contre la tentation de régler tout dysfonctionnement par une révision constitutionnelle, rappelant que la loi fondamentale ne devrait être modifiée qu'en cas d'extrême nécessité. Aujourd'hui, son camp marche aux côtés de ceux qui brandissent la Constitution. Et en face, le camp Tshisekedi reprend exactement l'argument de modernisation. Les rôles ont tourné, le scénario est resté. Alors, si ni le pouvoir ni l'opposition n'ont jamais soumis volontairement leur pouvoir à la Constitution, où chercher un véritable contre-pouvoir? Les faits récents pointent vers deux acteurs qui, eux, ont démontré une capacité de résistance réelle. D'abord, les confessions religieuses, même si aujourd'hui contestées et accusées de trahison dans certaines aires géopolitiques. En 2018, c'est la conférence épiscopale, la SENCO, qui a fourni les observateurs et maintenu la pression morale face à la tentation de blissement, parce que sa légitimité ne dépend pas de l'État. Ensuite, les mouvements citoyens, ces structures horizontales sans chef unique, dont la force vient précisément de leur absence de tête à couper ou à corrompre. Le rempart de la Constitution, s'il existe, ne se trouve sans doute pas dans les palais. Il est dans ces deux foyers, et il est entre vos mains, au titre de cet article 64 que les deux camps invoquent sans toujours le respecter. Les pièces du dossier sont maintenant toutes sur la table. Ce qu'elles forment ensemble appelle un verdict. Reprenons les pièces, maintenant qu'elles sont toutes sur la table. Une loi votée le 27 mai concentre entre les mains d'un seul homme le pouvoir de déclencher un référendum par ordonnance. Deux verrous posés par les fondateurs. L'article 220 qui rend les mandats intouchables
et l'article 219 qui interdit toute révision pendant que le pays est en guerre. L'un contouré par la voie de la réécriture, l'autre enjambé en silence alors que l'Est saigne encore. Un diagnostic présidentiel qui contient une part de vrai sur les faiblesses du texte, mais que la recherche indépendante d'Ebotelli renvoie à sa vraie cause, non pas la Constitution, mais la pratique du pouvoir. 13 dirigeants africains qui ont fait avant nous exactement ce mouvement, avec le même argument de modernisation. Et une opposition qui brandit la loi qu'elle n'a pas appliquée quand elle gouvernait, et qui, le 3 juin, n'a réussi à figer le pays qu'à moitié. Le verdict est froid et il ne donne raison à personne. Le débat constitutionnel congolais n'oppose pas des défenseurs de l'état de droit à des autocrates. Il oppose deux familles politiques qui ont l'une et l'autre trahi l'état de droit et qui se disputent aujourd'hui la prochaine occasion de le trahir encore. La Constitution n'est pas l'enjeu de leur combat, elle en est l'otage. Si rien ne change, la trajectoire est lisible dans les précédents que nous avons posés dans cette édition. Le texte sera modifié ou réécrit, le compteur repartira, et celui qui gagnera, pouvoir ou opposition, héritera d'un outil qu'il sera tenté d'utiliser à son tour à l'approche de son propre terme. La spirale ne s'arrête pas d'elle-même, parce qu'aucun de ceux qui en profitent n'a intérêt à l'arrêter. Elle ne s'arrête que lorsque le peuple, ou les rares institutions qui ne dépendent pas du pouvoir, décident de la stopper. Alors la nation doit se poser 3 questions et y répondre par elle-même. Quand un dirigeant vous dit qu'il change la Constitution pour vous, demandez-lui quel article précis vous empêche aujourd'hui de mieux vivre. Et écoutez le silence qui suit. Quand l'opposition vous dit qu'elle défend la loi, demandez-lui pourquoi elle ne l'a pas appliquée quand elle tenait les rênes. Et demandez-vous, à vous-même, citoyens, ministres, soldats, étudiants, qui dans ce pays a un jour accepté que la loi le limite, lui, quand il était au sommet? Le jour où vous saurez répondre à cette dernière question, vous saurez pour qui voter et pourquoi. Inside News ne marche ni avec le pouvoir ni avec l'opposition, et certainement pas avec une puissance étrangère. Nous marchons avec vous, parce que la vérité, dite ou cachée, vous appartient. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Partagez-la, débattez-en, et que la nation garde les yeux ouverts. C'était Solange, pour Inside News RDC. La Constitution est à vous. Défendez-la ou changez-la. Cette décision vous appartient à vous seul, peuple de la grande nation congolaise.